Que je suis avec Monsieur Hazard, donc vous êtes à la fois éditeur, auteur, dessinateur, enfin qu'est-ce que vous êtes? Pas illustrateur. Non, quand même Mais, pas. voilà, donc notre maison d'édition qui s'appelle Dior Édition est spécialisée dans le monde judéo-espagnol, le monde séfarade. Ah oui, d'accord. Et donc on publie à la fois ce qu'on appelle nous des leçons de vie, c'est-à-dire des livres de mémoire sur le monde judéo-espagnol, mais c'est des livres de mémoire qui pour nous ont encore une vocation actuelle, qui peut encore inspirer des jeunes, parce que ce sont des vies très mouvementées, des gens qui ont connu... De Turquie, par exemple? Voilà, de Turquie. Alors il y a 2 livres effectivement sur le monde d'Istanbul, Oui. des mémoires d'un éditeur juif d'Istanbul, et puis les mémoires d'un antiquaire qui est passé ensuite à Vienne, à Milan, qui a été capitaine dans les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis par ailleurs, on a effectivement toujours dans l'idée de transmission des livres de contes, donc qui peuvent intéresser aussi bien des enfants que des personnes plus adultes. On est tous un peu des grands enfants, malgré tout. Et donc c'est des livres très illustrés par des illustrateurs de talent, donc Oussama ou Petros Boubassis, des gens qui ont déjà publié énormément d'albums chez de grands éditeurs. Donc vous êtes François Hazard, donc c'est vous qui êtes le responsable du texte? Voilà, donc soit ce sont des contes anciens qu'on a traduits, adaptés à la mode d'aujourd'hui, soit ce sont des contes plus contemporains, donc ce sont des contes qu'on a repris d'auteurs beaucoup plus jeunes et qu'on a adaptés en judéo-espagnol. Donc ce sont à chaque fois des ouvrages bilingues, Ah voilà. judéo-espagnol, français. Et vous êtes vous-même locuteur en judéo-espagnol? Oui, tout à fait. Donc, Ah, je parle d'accord. judéo-espagnol. Et vous écrivez le judéo-espagnol Je même? le lis, je l'écris. Et le yiddish aussi? Non, d'accord. D'accord, donc alors vous c'est plutôt Salonique, c'est plutôt quoi C'est d'origine? plutôt Izmir, les Ah, origines Izmir, de mes ah oui, parents, d'accord, voilà, Smyrne. sont Smyrne. Les fameux raisins de Smyrne. Ils faisaient Smyrne à l'époque, effectivement, ma grand-mère, mon grand-père. Donc ils sont arrivés en France dans les années 20. Comme beaucoup de... Il y avait Comme combien, beaucoup combien il y en a, de- il y en avait, vous avez des statistiques à ce sujet sur On le... pense qu'il y avait à peu près 20-30 000 judéo-espagnols Qui ont été accueillis, en oui. France dans les années... Et c'était à cause de quoi? À cause d'Atatürk? À cause de D'abord quoi? à la suite de la fin de l'Empire ottoman. Oui, il y a eu des échanges de population, je Voilà, crois la aussi. fin de l'Empire ottoman qui a vu des guerres civiles dans les Balkans, en Asie mineure, Oui. des incendies des grandes villes, Salonique, Smyrne, la montée du nationalisme, l'obligation de faire son service militaire, les épidémies. Tout ça a fait beaucoup de judéo-espagnols qui avaient l'habitude de vivre dans l'Empire ottoman, qui étaient bien acceptés, bien intégrés, se sont vus obligés de prendre des nationalités grecques, bulgares, turques et de s'intégrer totalement, Oui. s'assimiler totalement. Donc beaucoup sont partis, la majorité sont partis vers l'Europe ou les États-Unis. Pas forcément la France, en Pas fait. forcément la France, non, mais beaucoup sont partis aux États-Unis, certains en Angleterre, d'autres en Italie, comme c'est le cas d'ailleurs de Victor Eshkenazi, dont on a les mémoires, et qui lui est parti s'installer à Milan. Vous devez connaître donc les gens qui ont écrit sur le judo-espagnol, comme Bien sûr, bien Raïm sûr. Vidal Sefia. Raïm Vidal Sefira, Jean Carasso qui vient de nous quitter, Oui. qui était le fondateur de la lettre séfarade. Je connais aussi un cinéaste qui a fait un truc sur Salonique qui s'appelle Alain Penso. Alain Penso, bien sûr. De Vega, Voilà. oui. Oui, Oui. absolument. Il y a encore des associations très vivantes, il y a encore un monde judéo-espagnol qui est un peu ignoré. Tout le monde a l'impression que c'est quelque chose qui a disparu, alors qu'il y a une persistance, il y a un attachement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont encore intéressés par leur Et qui veulent enseigner, qui veulent apprendre cette Qui veulent langue. apprendre. Alors, Comme on apprend le yiddish, voilà, on apprend le judo-espagnol. Exactement. Donc on a des cours chaque semaine avec l'association Aquí Estamos, et Vidas Largas fait la même chose, où il y a un certain nombre de jeunes qui viennent pour apprendre. Souvent ce sont des gens qui parlent déjà l'espagnol, donc pour eux l'acquisition du judéo-espagnol est assez rapide. Est-ce qu'il y a en France une liturgie en judéo-espagnol et des synagogues qui pratiquent le judéo-espagnol parce qu'il y a le ladino, ce qu'on appelle. Oui, tout à fait. Malheureusement, les 2 grandes synagogues judéo-espagnoles séfarades d'Orient, c'est-à-dire la synagogue Saint-Lazare et la synagogue de la Roquette, ne sont plus des synagogues qui pratiquent le plus l'espagnol. Donc, si on veut le redécouvrir, il faut aller à Istanbul. C'est le dernier endroit où il est pratiqué. Pourquoi il n'est plus pratiqué ailleurs?
Parce que vous dites qu'ils ont émigré ailleurs, donc... Ils ont immigré ailleurs. Alors il y avait par exemple à Seattle, pendant Oui. longtemps, il y a eu une synagogue où il y avait un Et en grand Israël non chazan. plus? En Israël non plus, malheureusement. Ah bon? Il y a quelques personnes qui maîtrisent encore Oui. ce chant, mais il n'est pas pratiqué, disons, de manière Et régulière. vous ne pensez pas le restaurer? Alors, Une c'est un pratique, grand défi parce créer une que synagogue la judaïque. Chazanout séfarade est une Chazanout en fait très spécifique aux Juifs Ah. de Turquie parce qu'elle est issue en fait de la musique de cour soufie en fait, de tradition ottomane, perse. Ah oui. Et donc on a l'impression quand on l'écoute, quand on l'entend, qu'on est sur les routes d'Asie centrale et pas Oui. du tout dans un monde occidental. Et surtout Même pas, espagnol. ibérique, oui. Oui, voilà, la tradition est vraiment là, c'est vraiment venu du monde turc. Oui. Donc il y a cet attachement au pays d'origine. En fait. Mais alors finalement, on s'aperçoit que finalement, pour beaucoup de juifs, la mémoire juive, c'est quand même plutôt le monde allemand ou le monde espagnol que la Palestine finalement. Oui, Ce c'est une culture de diaspora. sont des vraies mémoires authentiques, celles-là. Alors que la mémoire israélienne et palestinienne, elle est quand même plus de l'ordre du mythe, quelque part. C'est un monde très métissé, en fait, le monde israélien. C'est un patchwork de cultures. Non, mais je veux dire que les Juifs ont une véritable référence familiale à ces mondes hispaniques et germaniques, et non pas, et rarement Oui, au on a un niveau... attachement, par exemple chez nous, à la cuisine qui est très fort. Oui. Et cette cuisine-là, c'est la cuisine des Balkans. Et alors la langue que vous parlez, la langue judéo-espagnole, c'est une langue archaïque un petit peu par rapport au castillan actuel. Enfin, je sais Oui, pas. c'est à peu près c'est un peu l'équivalent du français de montagne pour essayer de situer un peu les choses. Pour les Vous avez déjà essayé de parler judéo-espagnol avec des Espagnols Oui, bah pour eux, souvent ça leur rappelle des tournures qu'utilisaient leurs grands-parents. Ah quand même. Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, des proverbes ou des choses qu'ils ont entendues dans leur Oui, famille voilà, et oui. qu'utilisaient les anciens et du monde traditionnel. Voilà, ce judéo-espagnol, en fait, il correspond un peu à un espagnol de cour, un espagnol un peu vieux jeu, en fait. Mais à l'époque, c'était l'espagnol populaire, non? C'était... Pas forcément, non, c'est l'espagnol de Cervantes, en fait. Oui. Donc c'est un espagnol qui n'est pas forcément... Mais il n'a jamais été parlé Si, il était parlé par des groupes très particuliers. Pourquoi? Parce que les Juifs venaient de ces groupes-là? Les Juifs, en fait, les Juifs, tout simplement, parlaient l'espagnol. Oui. Il n'y avait pas de judéo-espagnol. Oui. Lorsque les Juifs d'accord. vivaient en Espagne, ils avaient quelques mots en hébreu qu'ils Oui. disaient, mais ils parlaient les langues. Oui. Souvent, l'imprégnation la plus forte chez les Juifs venait de l'arabe. Oui. Les Juifs ont gardé plus longtemps l'arabe que les Espagnols comme oui. langue de contact. Oui. Et donc, on trouve chez la petite spécificité de l'espagnol ancien des Juifs, c'est qu'il avait conservé beaucoup plus de traces de l'arabe que l'espagnol contemporain. Qui a évacué ces traces. Qui a évacué ensuite au 16e, 17e, qui a Il y tout avait, fait pour purifier la langue. comme le mot abricot, albicoque, etc. Ou amari. Enfin, il y a eu un processus de désarabisation de l'espagnol au XVe siècle. Krasinura, la maladie, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui a disparu aujourd'hui. Assoul, je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, ah oui, d'accord, très bien. il y a enfermo. Et donc, vous étiez en train de me dire que cette judo-espagnol, il était parlé par qui alors finalement? Le judéo-espagnol est apparu en fait au XVIIe siècle quand les Juifs ont immigré vers les Balkans et que leur espagnol a divergé de l'espagnol qu'on parlait. Et il a divergé sous l'influence ottomane. Alors il a divergé parce qu'ils étaient plus reliés à l'évolution de l'espagnol de la péninsule ibérique. Et parce qu'il a incorporé un certain nombre de termes venus du turc, du grec, de l'italien, au fur et à mesure des migrations. Et paraît-il, d'après M. Sefia, du français aussi. Et ensuite du français, alors ça c'est plus tardif, c'est le 19e siècle. C'est ce qu'il appelle le fragnol, je sais pas comment voilà, avec l'Alliance israélite universelle, et puis au fait aussi qu'un certain nombre de judéo-espagnols qui s'installent en France vont mélanger alors très allègrement le français. Mais même déjà à Istanbul, il parlait cette langue un peu francisée. Oui, tout à fait. Mais ça c'est l'influence vraiment de l'Alliance israélite, d'un certain nombre d'écoles aussi, des frères des écoles chrétiennes, de Notre-Dame de Sion. Donc il y a beaucoup de judéo-espagnols qui fréquentaient ces écoles ou de la mission laïque française. Donc ces écoles où l'enseignement se faisait en français. Autrement, j'ai l'impression qu'on le parle, et c'est peut-être plus une langue qu'on lit qu'une langue qu'on parle finalement actuellement. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une langue qu'on parle moins, beaucoup moins, parce mais qu'on sait que le lire. nombre de locuteurs a diminué, mais on la parle encore. Alors
En France, c'est un peu artificiel parce qu'effectivement, on a tendance à parler entre nous en français, mais il m'est arrivé d'aller à Izmir, d'aller en Israël et de trouver des locuteurs qui ne parlaient pas le français. Alors et là, donc oui. on parlait en judéo-espagnol. Oui. C'était le plus simple. Et alors donc comment vous avez fait? Vous êtes un peu comme Buber, etc. Vous avez adapté ces contes, mais vous avez réécrit à votre façon. Enfin, c'est un travail qui est assez créatif quand même. Oui, alors il y a beaucoup d'ethnologues qui ont collecté en fait des contes à partir de la fin du 19e siècle dans les communautés judéo-espagnoles. Donc c'est des centaines de contes qui existent aujourd'hui, de recueils. Donc j'ai parcouru énormément de recueils pour en sélectionner ceux qui me paraissaient les plus intéressants, les plus vivants, les plus humoristiques surtout, et qu'on pouvait mettre à la portée des enfants. Donc certaines fois je les ai adaptés parce qu'il y avait la nécessité justement de les rendre plus, peut-être un peu plus vivants, un peu plus pertinents pour le monde de l'enfance. Et d'autres fois c'est venu en sens inverse, j'ai collecté auprès d'enfants des contes contemporains, des contes en français, des contes qui venaient de cours de récréation. Ah oui, d'accord. Et vous avez traduit. Et là, je les ai traduits, adaptés en judéo-espagnol. Ah oui, d'accord. Donc, il y a eu les deux mouvements pour essayer de... Et alors, quelle est l'inspiration de la littérature judéo-espagnole? Alors, ce sont des emprunts également Alors, la littérature judéo-espagnole rend compte en fait du monde judéo-espagnol. Alors, ce sont souvent des commerçants, donc il y a beaucoup d'histoires qui mettent en scène des boutiquiers, Mais est-ce qu'elle est influencée par les contes arabes, par exemple, ou les contes... Oui, alors bien sûr, il y a beaucoup de contes qui se retrouvent dans la tradition ottomane, par exemple les contes de Johra, voilà, c'est ça. Nasreddin Hoxha dans le monde ottoman. Oui. Donc on va retrouver ce personnage qui est un petit peu un personnage un peu burlesque, qui est un peu à côté de ses pompes, mais qui en même temps parfois fait preuve d'une grande sagesse. Et donc là on retrouve des histoires qui sont la sagesse juive, mais aussi de la sagesse tout simplement orientale qu'on va trouver dans le monde arabe, dans le monde ottoman, persan également. Alors vous avez eu des difficultés à traduire, à passer entre en tant que traducteur. Alors justement, vous avez une politique de traduction. Enfin, vous cherchez des mots qui se ressemblent, parce qu'en fin de compte, entre le judéo-espagnol et le français, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Alors, ce sont des contes. Sur les mêmes racines, souvent. Ce qui est très important dans les contes, c'est que c'est d'abord une littérature orale. Donc, ces contes-là évoluaient de toute façon, ils n'étaient jamais figés. C'est un travail de mémoire, donc à chaque fois le conteur adaptait le conte, et donc il faut que ça soit vivant. Donc la première chose à faire quand on traduit ce genre de choses, c'est les dire. Il faut d'abord les prononcer devant une audience, de vos enfants par exemple, ou des amis. Devant mes enfants, devant un public. Donc c'est ce que j'ai fait. Il faut qu'ils comprennent encore. Non, même pas forcément. J'ai fait les premières traductions, et puis après on a fait évoluer les traductions en fonction de ce qui pouvait être dit et de ce qui n'était pas audible. Donc les traductions en fait, elles ont d'abord vécu sous un mode oral, et c'est quand j'ai senti qu'elles étaient suffisamment polissées pour pouvoir passer à l'écrit que je les ai figées directement. D'accord. Figées définitivement. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, François Hazard.